On s'enfuyait tous les 2 ou 3 jours, en courant, et des fois, il fallait changer d'endroit 2 ou 3 fois par jour parce que l'armée nous poursuivait. Des fois, nous devions nous enfuir en pleine nuit. Et comme nous avions beaucoup de mal à obtenir des lampes ou des piles, il fallait se sauver à la lueur de simples tisons quand on savait que l'armée était tout près. Souvent même, il fallait s'enfuir sous la pluie. Les mères empêchaient les enfants de pleurer. Celui qui pleurait, on lui mettait un mouchoir dans la bouche pour étouffer ses pleurs, pour que l'armée ne nous entende pas. Plusieurs enfants sont morts étouffés comme ça. Depuis 1954, le Guatemala vit dans la terreur blanche et sous la botte des militaires. Dans ce pays où l'inégalité a été instaurée en système, 60% de la population est indienne et totalement marginalisée. Au début des années 80, un fort mouvement d'émancipation agite les hautes terres indiennes. Une situation pré-insurrectionnelle règne sur le vieux pays maya. Depuis quelques années, comme au Nicaragua, comme au Salvador, une guérilla est apparue dans les montagnes. L'histoire que nous allons vous raconter se passe dans l'Ixcán, une terre boisée, coincée contre la frontière mexicaine au nord du département du Quiché. Là, dans les années 60, sont nées une série de coopératives, créées par des prêtres catholiques de l'ordre des Maryknoll et des populations indigènes fuyant la misère des hauts plateaux. Ces Indiens sont suspects. Leur émancipation résonne comme un défi. Comme sur tout le Guatemala, la répression s'abat sur les coopératives de l'Ixcán Grande. Sous prétexte d'anéantir la guérilla, on massacre la population. 40 000 morts dans tout le pays. Des dizaines de milliers d'indigènes s'enfuient au Mexique voisin. Des centaines de milliers sont regroupés de force dans des villages modèles, des hameaux stratégiques sous contrôle de l'armée. Dans l'Ixcán, 7 000 hommes, femmes, enfants refusent de se soumettre, refusent le chemin de l'exil et s'enfoncent dans la forêt. C'est en 1982 que l'armée a massacré mes parents. Quand je parle de mes parents, il s'agit non seulement de mon père, de ma mère, mais aussi de 2 de mes frères. C'est précisément le 14 mars 1982 que l'armée a procédé à cette grande tuerie de Cuarto Pueblo. J'avais tout juste 16 ans. Dans le village de Cuarto Pueblo, ils ont massacré plus de 300 personnes. Nous étions tous à l'église, dans la chapelle évangélique, sur les marchés. Tout le monde était réuni car c'était un dimanche. Et nous avons pris peur. L'armée nous a eus par surprise. Quelques-uns ont pu s'échapper, mais la majorité a été prise au piège. Ils coupaient les lèvres,
coupaient les langues, ils arrachaient les yeux, les jambes, les nez, les oreilles. Ils leur brûlaient les lèvres, puis les pendaient. Ils les pendaient devant tout le monde. Certains par les cous, d'autres par les pieds, la tête en bas. Il faut bien écouter. Il faut repérer tous les types de bruits. Il y a des animaux, des sangliers, des serpents, des oiseaux. Il peut y avoir des gens, des chuchotis, des pas. Les militaires, eux, approchent toujours dans un grand bruit de branches brisées. C'est comme ça qu'Agustin Matias Lorenzo, l'homme de surveillance, les détecte. Dans ce cas, le plus rapidement possible, c'est une question de survie, il s'agit d'avertir les autres. De toutes les bêtes de la forêt de l'Ishkan, le militaire est la plus féroce. Depuis 12 ans, les CPR, communautés de populations en résistance, surveillent jour et nuit, protègent leurs différents hameaux enfouis dans la forêt. Pendant des années, l'armée ne leur laisse aucun répit. Les poursuit, les pourchasse, les harcèle, saccage les plantations, décapite les arbres fruitiers. Livrés à leur solitude, dans le silence d'une forêt hostile qu'ils ne connaissent pas, ils meurent de faim. En ce temps-là, on voit des enfants essayer de manger leur chemise. C'est ça qu'on mangeait. Toute la pulpe. Depuis la base jusqu'à la cime de l'arbre. On sortait tout comme ça, par petits morceaux. Ensuite, on le faisait cuire dans la marmite. Et une fois cuit, il fallait l'écraser jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Et c'est avec cette pâte que l'on faisait les tortillas. Nous, quand on a dû s'enfuir vers les montagnes, on ne connaissait rien à tout cela. On ne savait pas si la pulpe de ces arbres pouvait se manger. Poussé par la faim, on a bien été obligé d'y goûter. Une fois dans la forêt, on est resté coupé du monde sans pouvoir se procurer quoi que ce soit, rien. On ne pouvait pas sortir à découvert. La forêt nous a enfermés dans son silence. Au début, quand nous sommes arrivés dans la forêt, nous nous interdisions d'allumer du feu pendant la journée. Nous ne le faisions qu'à partir de 7 heures du soir. Ça faisait déjà un bon moment que les enfants pleuraient de faim, car on n'avait rien mangé de la journée. Éveillés toute la nuit, nous faisions cuire le peu d'aliments qu'on trouvait. Et à 4 heures du matin, le feu devait être éteint pour qu'au lever du jour, aucune fumée ne soit visible. Dans le cas contraire, l'armée nous aurait aussitôt repérés et bombardés. Ça nous était malheureusement déjà arrivé. Avant, on travaillait individuellement. Chacun avait son terrain, chacun son endroit bien à lui, mais on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, l'armée allait nous expulser l'un après l'autre de nos parcelles de terrain. C'est à ce moment-là que nous avons pris l'initiative de nous unir, puis, une fois unis, d'organiser une surveillance aux alentours et de travailler ensemble. Comme ça, l'armée ne peut plus aussi facilement nous enlever ou nous assassiner parce que nos vigiles surveillent les environs.
En plus, grâce à ce travail collectif, on peut subvenir aux besoins des veuves dont les époux sont décédés, soit de mort naturelle, soit à cause de l'armée, et on peut s'occuper aussi des orphelins. Et il y a beaucoup d'orphelins parce que leur père ou leur mère sont morts lors des massacres ou des actions menées par l'armée, ou bien tout simplement parce qu'ils sont morts des maladies de la forêt. L'Indien guatémaltèque, c'est l'homme du maïs. Envers et contre tout, à découvert, il plante. Les avions repèrent les champs et les bombardent. Alors, l'homme du maïs se cache. Mais il revient et il récolte. Nous, dans la montagne, on a réussi à se débrouiller. En fait, c'est la montagne qui nous a bien protégés des assauts de l'armée. Les militaires nous accusent de servir de couverture à la guérilla, de lui fournir des vivres. Mais nous n'y sommes pour rien. C'est vrai que jusqu'à présent, ça nous est arrivé de les croiser, ces guerrilleros. Au début, quand on n'arrêtait pas de changer d'endroit, on les prenait pour des soldats. Mais petit à petit, on a appris à les reconnaître. D'abord, ils ne nous tuaient pas. Ensuite, ils nous parlaient gentiment et parfois même, ils nous achetaient du maïs. C'est pas comme l'armée. Dès qu'elle débarque, elle nous tire dessus. Voilà les refuges que nous utilisons. Chaque troupe peut abriter une famille de 4 à 6 personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Les militaires savent que là-bas, il y a le terrain de foot, là-bas l'enclos et là-bas nos cultures de maïs. En plus, lors de leurs incursions, ils repèrent les ruisseaux car ils savent bien qu'on ne peut pas vivre loin de l'eau. Ils vont même jusqu'à rechercher la présence d'eau usée. Leurs avions centralisent toutes ces informations et après ils nous bombardent. On met les enfants au fond. Les mères, elles, doivent rester près de l'entrée pour voir comment ça se passe. Quand les bombes tombent, la terre tremble. Et ça fait un bruit très très fort. Dès qu'un avion ou un hélicoptère s'approche, les enfants se mettent à pleurer, à hurler de peur. Il faut dire que tout ça est très dur à vivre. Voilà les bombes que l'avion lance sur nous. Même si elles tombent là-bas, les éclats arrivent jusqu'ici. Heureusement, grâce aux arbres, on peut se défendre. Sinon, ils nous auraient exterminés. En 1985, dit-on, la démocratie est revenue sur le Guatemala. Mais pas sur les Guatémaltèques et encore moins sur les CPR. En 1987-88, elles subissent des offensives comme jamais elles n'en ont subi. En novembre 1992, l'armée détruit la communauté de Cuarto Pueblo Uno. Là, il y avait mon lit. Là, mon maïs. Ils l'ont brûlé. Et c'est là-bas que je faisais le feu. Et bien sûr, la maison, ils l'ont entièrement brûlée. Quand on s'est rendu compte, à cause des coups de feu, les soldats étaient déjà trop près. Alors, on s'est enfui en emportant tout ce qu'on pouvait
mais on n'a pas pu prendre tous les animaux. On a dû laisser les poulets, les canards, les cochonnets. Ces derniers, les soldats les ont mangés. Par contre, ils ont coupé la tête des canards et ils les ont laissés là, par terre. Même chose pour les poules, ils n'ont même pas été capables de les manger. On est resté cachés 3 mois dans la montagne. Comme ils étaient restés ici, on ne pouvait pas s'approcher. Ensuite, quand ils ont quitté la zone, nous sommes revenus nous installer, là où nous sommes actuellement. La foi en Dieu, sans la foi en Dieu, nous n'aurions pas pu survivre. Ils sont Quiché, Mam, Canjobal, Caxiquel, de différentes ethnies, langues, origines, cultures, mais tous descendants des Mayas. Ils croient aux dieux chrétiens ou aux vieilles divinités indigènes. Pour la première fois au Guatemala, différentes ethnies, y compris une poignée de métis, les ladinos, vivent et s'organisent ensemble. C'est sans doute ce qui fait peur au pouvoir établi. C'est sans doute ce en quoi ils sont subversifs. Combien de fois l'ont-ils entamé cette fuite éperdue, attrapé leur harde, étroit bricole et poussé les enfants? Ils ne savent plus. Mais chaque jour, le cauchemar peut revenir. Alors ils répètent les gestes de la survie. La résistance indienne n'a pas de limite. La férocité de l'armée non plus. Quand les premiers d'entre nous se sont réfugiés au Mexique, mon père nous a dit « Non, nous ne partirons pas, nous verrons bien ce que l'armée nous fera. » Et même s'ils continuent à nous persécuter, nous devons défendre nos vies. Moi et mon frère, on était tout jeunes à cette époque. Nous lui disions souvent « Qu'est-ce qu'on fait, papa? Où que tu veuilles aller, nous te suivrons, car ton choix est le bon. Même si tu dis qu'il faut aller au fond d'un ravin, nous te suivrons. » Notre père était très préoccupé à cette époque. Il nous disait « Si par hasard l'armée me tue, n'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant. Ne quittez jamais cette terre. » C'est pour cela que nous nous rappelons tant de lui. Ce mauvais pressentiment s'est réalisé et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu nous réfugier au Mexique. C'est pourquoi également nous avons tout fait pour rester ici. Il nous disait encore « Le sang que je vais verser sur cette terre, il ne faut pas qu'il soit versé en vain. Il faut continuer à lutter, même si ni moi, ni vous, nous ne verrons probablement pas le résultat de cette lutte. Vos enfants, eux, le verront sûrement. Ils recueilleront le fruit de notre résistance. » Depuis 1990, au prix d'efforts insensés, ils ont enfin réussi à faire connaître leur existence. Des mouvements de solidarité leur font parvenir, par des filières fragiles, clandestines, une aide réduite mais salvatrice. Il n'en a pas toujours été ainsi. Quand on s'est réfugié dans la forêt, on n'avait rien du tout. Et comme on voulait montrer aux enfants à quoi ressemblent les lettres de l'alphabet, on taillait des petites branches, on les noircissait au feu et on les donnait aux enfants pour qu'ils puissent écrire sur des planches en bois. Nous avons dû nous organiser ici, dans la montagne, pour que nos enfants ne restent pas analphabètes, comme beaucoup d'entre nous. Nous avons donc décidé, tous ceux qui, comme moi, ont quelques connaissances,
que nous devions enseigner le peu que nous savons. Nous devons commencer par apprendre nous-mêmes, puis nous l'apprenons aux enfants, et c'est ainsi que nous progressons, petit à petit, tous ensemble. También hay guatalera, está rodeada de pequeños cerros, en medio nos encontramos de nuestro grande río, ese Mixcán es y el gran también cerro Juan. Cruzando las montañas y guataleras, con la intención de venir a acabarnos para adueñarse de estas tierras. Han utilizado el campones, jabón para guiarnos y detallarnos, pero nunca y los navegantes serán capaces de terminar. Gracias a nuestra montaña que nos da protección. La tierra es de nosotros, en ella trabajamos. Así pues, compañeros, siempre pensando en Dios. De soldadas a buscarnos, cruzando las montañas y guataleras. Han utilizado aviones y helicópteros a metrallarnos y bombardearnos, pero nunca han sido capaces, ni serán capaces de terminar. Somos población civil. Queremos tranquilidad, basta ya de represión, ya hay una vida mejor. Le 5 décembre 1993, pour la première fois dans leur existence, ce n'est pas la mort qui descend du ciel, mais un hélicoptère pacifique. Celui de Mónica Pinto, rapporteur spécial auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous avons vécu des moments difficiles, particulièrement nous les femmes. Certaines ont dû accoucher pendant les longues marches, pendant les fuites. Et ça, nous l'avons vécu et nous continuons toujours à le vivre. Des jours et des jours ne suffiraient pas pour raconter ces 12 années de résistance dans les montagnes. Au mois de septembre, nous avons entamé un dialogue, une négociation avec M. le Président de León Carpio, qui est aussi le commandant en chef des armées. Nous respectons toutes les autorités de ce pays, mais à condition aussi que ces autorités nous respectent. Monsieur le Président a insisté sur le point que l'armée ne peut être contestée, que l'armée, il faut l'accepter en tant qu'autorité de ce pays. Mais aucun article de la loi constitutionnelle ne dit que l'armée doit massacrer son peuple, qu'elle doit bombarder une population civile. Ça, on ne le trouve dans aucun article de loi.
Nous considérons que ces communautés de population en résistance doivent se transformer en communautés de population civile, ce qu'elles sont réellement. Elles doivent être considérées comme non combattantes et être traitées par le gouvernement du Guatemala de la même manière que n'importe quelle autre communauté du pays. L'ONU est venue, l'ONU est repartie. Pour eux, rien n'est terminé. La forêt se referme et la vie continue. Enfin, ce qu'on appelle la vie. Soir après soir, ils continuent d'organiser la surveillance pour le lendemain. Ils disent qu'ils vont sortir. Quoi qu'il arrive, ils disent qu'ils vont quitter les ténèbres bientôt. Ce qu'ils veulent, c'est de l'air et du soleil. C'est un assentamiento, un bout de terre, un emplacement, une parcelle, sur les anciennes terres de la coopérative, mais aux marges de la forêt. En sortant au grand jour, en sortant de cette forêt, on va pouvoir mener une vie plus tranquille et travailler librement. C'est cela que nous demandons actuellement à l'armée et au gouvernement. Et c'est pour cela que nous exigeons d'être reconnus. Mais ni l'armée ni le gouvernement ne veulent nous reconnaître. De toute façon, il faut continuer la lutte pour qu'ils nous reconnaissent enfin en tant que population civile. Et aussi pour que nous soyons libres de travailler, de produire, pour que nous puissions tout simplement manger en paix. Et pour que nos familles retrouvent le bonheur, car nous sommes fatigués. Cela fait 12 ans que nous vivons comme ça dans la montagne. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est sortir au grand jour pour mener une vie libre. Loin, vraiment très loin des militaires. Rodeada de pequeños cerros. En medio nos encontramos de nuestro grande río. Es en mis calles salvajes. Tienen que tratar el cerro Juan. De soltar, venir a buscarnos, usando la montaña, guatalera, con la intención de venir a acabarnos, para adueñarse de nuestra tierra, abutilizada, bien